Pourtant, ce matin-là, un frisson inhabituel traverse la forteresse. Au cœur de la tempête, un cortège inattendu fend la glace, brisant la monotonie d'un rituel vieux de plusieurs siècles. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, s'avance. Il vient défier la routine solennelle, non en quête de faveur, mais animé par une certitude inébranlable. Il n'est pas venu pour s'incliner. Sa silhouette ne ressemble à aucune autre. Traoré apparaît en uniforme vert-olive, marqué par les combats, rehaussé d'un pagne africain éclatant aux motifs traditionnels. Ce choix vestimentaire, loin d'être anodin, rappelle à tous que l'Afrique ne s'est pas déplacée pour se fondre dans le décor russe, mais pour affirmer sa différence. Sous ses pas, les pavés gelés du Kremlin résonnent comme un avertissement. L'Afrique n'a pas traversé terres et mers pour servir de pion à la Russie. Dans les couloirs dorés, la tension devient palpable. Depuis Pierre le Grand jusqu'à Staline, jamais un dirigeant africain n'a osé troubler la quiétude cérémonielle du Kremlin avec autant d'assurance. Les regards convergent vers ce jeune homme, à peine dans la trentaine, qui ose bousculer les codes figés de la diplomatie mondiale. Face à lui, Vladimir Poutine incarne la force tranquille du chef d'État qui a vu défiler des dizaines de présidents, généraux, rois et émirs. Peut-on rabaisser tout un continent sans qu'il finisse par rugir? Cette question, à la fois ancienne et brûlante, résonne dans le silence hivernal de Moscou alors qu'une neige cinglante s'abat sur la place rouge. Les flocons, semblables à des éclats de verre, tourbillonnent autour des murailles du Kremlin, rouges, froides, indifférentes. Elles dominent la ville, leur ombre portée sur des siècles d'histoire, rappelant que le pouvoir, ici, n'a jamais été que simple politique. Il a toujours été impérial, absolu, pesant sur chaque génération comme une chape de plomb. Mais ce matin, rien n'est écrit d'avance. Traoré cédera-t-il comme tant d'autres aux sirènes des contrats et des promesses d'armement, ou choisira-t-il la voie, risquée, de la résistance? Osera-t-il remettre en cause l'ordre établi, briser le cycle des humiliations et imposer une nouvelle fierté à son peuple? Pourtant, derrière les apparences glacées, chaque geste, chaque mot va compter. Car au Kremlin, rien n'est laissé au hasard et Ibrahim Traoré le sait mieux que personne. En s'inspirant de figures historiques telles que Nelson Mandela, qui refusa de plier face à l'apartheid, Traoré s'inscrit dans la lignée de ceux qui, au prix de leur propre souffrance, ont ouvert la voie à la dignité collective. Ici, chaque geste, chaque mot, chaque regard pèse lourd. Se soumettre, c'est accepter de voir son pays réduit à une pièce sur l'échiquier mondial. Résister, c'est courir le risque de l'isolement, mais aussi ouvrir une brèche dans la forteresse du Kremlin, offrir à l'Afrique une chance inédite de se dresser sans plier. L'enjeu dépasse la simple rencontre. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut encore écrire sa propre histoire, si la dignité d'un homme peut suffire à faire trembler l'Empire. Dans l'histoire contemporaine, de nombreux exemples illustrent de tels moments charnières. En 1955, lors de la conférence de Bandung, 29 pays asiatiques et africains s'étaient réunis pour affirmer leur refus de l'ordre colonial. Ce fut le point de départ du mouvement des non-alignés, qui bouleversa durablement l'équilibre des puissances. Plus récemment, en 2011, la place Tahrir au Caire s'est embrasée lorsque des milliers d'Égyptiens ont dit non à la dictature, forçant le monde à écouter leur voix. Chaque fois, le refus de l'humiliation, même face à d'immenses dangers, a fait basculer l'histoire. Le Kremlin, forteresse millénaire des tsars et des commissaires, n'avait jamais connu un tel visiteur. Sous les voûtes rouges, la lumière des lustres fait danser des reflets dorés sur des portraits sévères, témoins d'un pouvoir habitué à dicter, à exiger la révérence. Chaque pierre gronde la même loi. Ici, l'on ne partage rien, on impose et l'on attend l'obéissance. Cette atmosphère rappelle celle des cours impériales du passé, où l'étiquette était une arme autant qu'un ornement. Ce matin-là, la neige efface la place rouge comme un rideau épais sur l'histoire. Dans les couloirs, la délégation russe patiente, sûre de sa supériorité, prête à accueillir un dirigeant africain modeste, reconnaissant, prêt à écouter avant de remercier. Mais la porte s'ouvre. Ibrahim Traoré apparaît, silhouette droite, regard sans détour. Son uniforme porte la poussière brûlante de Ouagadougou. Son manteau traditionnel tranche la grisaille moscovite comme un drapeau levé. Il n'affiche aucun sourire forcé, aucun geste emprunté. Il avance comme s'il portait sur lui l'écho de tout un continent.
Les regards se jaugent, la tension s'installe. Chaque poignée de main sonne comme un duel muet. Vladimir Poutine, visage verrouillé, tend la main avec la certitude de celui qui règne. Mais Traoré serre, fort, l'œil ferme, sans détourner le regard. Un fil de fer invisible lie les deux volontés. Dès ses premiers instants, les codes sont brisés. Traoré refuse la posture de l'élève soumis. Sa voix, sa posture, tout défie la hiérarchie attendue. Il ne demande pas, il exige le respect, posant ses mots comme des pierres sur le marbre glacé du Kremlin. L'enjeu est immense, se fondre dans la routine impériale, accepter la place assignée ou briser le cercle du paternalisme. Ce n'est plus un simple jeu diplomatique, c'est un combat invisible pour l'honneur, la dignité, la souveraineté africaine. Mais ce n'est que le début. Derrière les sourires crispés et les formules polies, la guerre des esprits commence. Qui imposera sa volonté? Qui cédera en premier? Traoré sait que chaque geste compte, chaque mot peut ouvrir ou fermer une porte. Dans ce théâtre d'ombre, la moindre faille peut coûter bien plus qu'un simple revers diplomatique. Quand l'arrogance affronte la résistance, qui pliera en premier? Dans la lumière glacée du Kremlin, tout respire la mise en scène. Vladimir Poutine mène la danse. Sûr de lui, le ton grave et les gestes précis. Les contrats sont empilés, les promesses d'investissement russes alignées. Blindés, routes, mines d'or, toujours énumérées d'une voix qui survole le monde. L'Afrique, pour lui, n'est qu'un réservoir à exploiter, un échiquier où avancer ses pions. Ce rapport de force rappelle d'autres moments historiques où la scène diplomatique s'est transformée en arène. Pensons à la conférence de Yalta en 1945, où Churchill, Roosevelt et Staline se partageaient le monde, reléguant des régions entières à la marge. Ou encore à la conférence de Berlin en 1884, où l'Afrique fut découpée sans que ses peuples n'aient voix au chapitre. Dans ces salons feutrés, la domination se joue souvent à la faveur d'un silence, d'un regard, d'une poignée de main trop molle ou trop ferme. Les sourires sont tendus. Très vite, la discussion prend l'allure d'un jeu de pouvoir. À chaque tentative d'Ibrahim Traoré pour s'exprimer, Poutine interrompt, rectifie, surjoue la pédagogie. Sa voix emplit la pièce, écrase les mots du jeune président burkinabé sous des anecdotes, des chiffres, des souvenirs de bataille. Les conseillers russes, postés en silence, échangent des regards confiants. Tout ici laisse entendre que la partie est déjà gagnée. Mais Traoré ne vacille pas. Il garde les mains posées sur la table, le regard ancré, le visage impassible. Il encaisse chaque remarque, chaque allusion à l'Afrique immature ou l'inexpérience des jeunes dirigeants africains sans broncher. Ce silence n'est pas de la faiblesse, il observe, il analyse. Il laisse Poutine s'enliser dans sa supériorité affichée. Sa dignité devient un rempart et derrière ses yeux, une froide détermination s'installe. Cette stratégie rappelle celle de Gandhi, qui face à l'arrogance coloniale britannique, opposait le calme de la non-violence à la brutalité du pouvoir. Parfois, ne pas répondre, c'est refuser le jeu de l'adversaire, inverser le rapport de force. Les grandes figures de résistance, de Martin Luther King à Patrice Lumumba, ont souvent su que le silence, bien dosé, peut devenir une arme plus redoutable que la parole. Autour d'eux, la tension monte. Les proches de Traoré échangent des regards inquiets. Les traducteurs hésitent, sentent la fragilité du protocole. Les spectateurs perçoivent que l'enjeu dépasse de loin les contrats posés sur la table. Accepter l'humiliation, c'est accepter de voir l'avenir confisqué, de rejouer l'histoire sous de nouveaux uniformes. Résister, c'est défier le Kremlin, risquer la rupture, mais aussi ouvrir une brèche inattendue. Le silence de Traoré devient pesant, presque provocateur. À force de ne pas répondre, il laisse l'humiliation rebondir jusqu'à ce que chaque personne dans la salle sente l'orage approcher. Poutine, qui pensait dicter le récit, sent le contrôle lui échapper. L'histoire, soudain, peut bifurquer. Ce jour-là, l'imprévu rôde entre les murs du Kremlin. Parfois, le silence n'est qu'un prélude. Ce jour-là, la tempête allait enfin éclater. Mais tout bascule lorsque Traoré rompt enfin le silence d'une voix posée. L'équilibre des forces s'inverse et l'affrontement prend un tournant inattendu. Il suffit d'une seule phrase juste pour fissurer tout un empire. Déjà, 6 fois, la voix tranchante de Vladimir Poutine a recouvert celle d'Ibrahim Traoré. À chaque interruption,
Les mots du jeune président burkinabé s'éteignent, étouffés par le poids glacial du protocole et la mécanique rigide des humiliations. Le décor ressemble à une pièce maîtrisée, où chacun connaît sa place et qui doit se taire. Mais lors de la 7e coupure, le rituel se brise. Traoré se redresse, le regard planté, la nuque droite. Sa voix jaillit, limpide comme l'aube sur Ouagadougou. « Monsieur le Président, seuls ceux qui craignent la vérité interrompent 7 fois leur interlocuteur. » Le silence tombe, brutal. Les conseillers russes, d'ordinaire inébranlables, se figent, pris à revers. Pour la première fois, ce n'est plus le silence africain qui pèse, mais celui de Moscou. Les stylos s'arrêtent, les regards s'échangent, l'inquiétude serpente dans les rangs du Kremlin. Traoré ne flanche pas, il avance, implacable. Vous parlez d'expérience. Mais quelle expérience apprend à dépouiller les pauvres tout en appelant cela un partenariat? Depuis combien de générations les puissants s'assoient ici pour expliquer la liberté à ceux dont ils volent l'essentiel? Chaque mot fend l'air, fracture l'ordre établi. La scène n'appartient plus au maître russe. Soudain, le pouvoir glisse, s'inverse. Ce n'est plus le faible qui s'efface, mais le fort qui cherche ses mots, déstabilisé. Mais la tension ne retombe pas. Dans ce silence suspendu, chacun sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Quand la dignité devient virale, même les empires vacillent. Pour la première fois, l'empire chancelle sous la force d'un mot. Ce n'est plus la logique du plus fort qui impose sa loi, mais celle de la justice, du courage, de la vérité nue. Et dans ce fracas silencieux, Traoré vient d'arracher à l'histoire un possible renouveau. Dans l'écho tendu de la salle, on devine les murs du Kremlin qui vacillent sous le poids de l'histoire. Les caméras tremblent, les assistants retiennent leur souffle. En quelques battements de cœur, la Russie, l'Afrique, le monde entier assistent à l'impensable. Un homme seul qui refuse d'être écrasé par la mise en scène impériale. La phrase de Traoré tranche, résonne, s'impose. Dépouiller les pauvres et appeler cela un partenariat, est-ce cela votre expérience, monsieur Poutine? Il ne s'agit plus d'un simple duel diplomatique. Ce moment ouvre une faille. Si cette résistance se propage, le vieux théâtre des dominations vacille, la diplomatie mondiale devra se réinventer. Quelques heures après l'affrontement au Kremlin, la planète s'embrase. Les images circulent, la poignée de main, le regard d'acier d'Ibrahim Traoré face à Vladimir Poutine. Partout, sur les réseaux, le monde partage ce moment. Des millions de vues s'accumulent en moins d'une journée. Les hashtags « souveraineté africaine »,« #respect » et « Traoré face au monde » dominent les tendances mondiales. Dans les salons feutrés des chancelleries occidentales, la panique s'invite. À Moscou, l'entourage de Poutine se réunit en urgence, tentant de restaurer une image ébranlée. À Washington, Paris, Pékin, des notes confidentielles circulent. Il va falloir repenser la stratégie. L'Afrique ne baisse plus aussi facilement les yeux. Dans les rues de Ouagadougou, de Dakar, de Lagos, la jeunesse danse, les anciens pleurent. À Paris et à New York, on se rassemble, on célèbre. Les radios africaines passent en boucle l'extrait du discours. Même dans les townships du Cap, des fresques naissent à l'effigie du jeune président, devenu symbole d'une Afrique qui relève la tête. Et le plus frappant, c'est l'onde d'inspiration qui traverse les universités, les médias, les réseaux d'intellectuels. À Bamako, on cite Traoré dans les amphithéâtres. À Abidjan, des manifestes s'écrivent. À Nairobi et à Accra, on érige même de petits monuments éphémères sur les campus. Le récit bascule. L'Afrique qui refuse l'humiliation devient un modèle, non seulement pour elle-même, mais pour tous les peuples opprimés. Ce jour-là, un visage s'est imposé. Une attitude a marqué l'histoire. Mais la vraie question demeure, qu'allons-nous en retenir, nous, aujourd'hui? La souveraineté n'est plus un mot creux. Elle prend forme dans l'attitude, dans la parole assumée, dans le refus des scripts dictés par d'autres. Une vérité se révèle. La dignité ne s'octroie pas, elle s'arrache. Dire non à l'humiliation, c'est déjà reconquérir sa puissance. La vague d'espoir ne cesse de grandir, mais des forces contraires s'organisent dans l'ombre. La suite dépendra de la capacité des peuples à rester unis et vigilants. Pourtant, le risque subsiste. Si cette leçon se dissipe, si les vieux réflexes de soumission reprennent le dessus, le continent pourrait replonger dans le silence, l'effacement,
l'avenir confisqué. Mais si ce réveil s'enracine, alors une brèche irréversible s'ouvre dans le mur de fer des habitudes diplomatiques. Le champ des possibles s'élargit. Ce jour-là, dans les couloirs de glace du Kremlin, la voix d'Ibrahim Traoré a pesé plus lourd que 1000 divisions. Face à Vladimir Poutine, il n'a pas seulement parlé pour le Burkina Faso, ni même pour l'Afrique tout entière. Il a incarné, sans artifice, la dignité nue de ceux qui ne veulent plus baisser la tête, ni se laisser enfermer dans le rôle de l'enfant ou du supplétif. L'histoire ne change jamais par hasard. Elle avance, un pas à la fois, quand quelqu'un ose refuser l'humiliation, même au prix du confort ou de la sécurité. Pour illustrer, souvenons-nous de Rosa Parks qui, en 1955, refusa de céder sa place dans un bus à Montgomery, lançant ainsi la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Ou encore du jeune Malien Modibo Keïta qui, dans les années 60, osa dire non au néocolonialisme, affirmant la souveraineté de son pays au risque de l'isolement international. Il aurait pu baisser les yeux, accepter la poignée de main et repartir avec une valise de promesses. Il aurait pu choisir la voie prudente, celle du compromis silencieux. Mais Traoré a choisi l'autre chemin, celui du refus. Il a brisé le scénario écrit par les puissants et rappelé, d'une voix calme mais ferme, qu'aucune souveraineté ne s'achète ou ne se négocie à bas prix. Ce geste n'était pas un numéro de bravoure réservé aux héros des livres d'histoire. Ce choix, en fait, appartient à chacun de nous. Dans les palais dorés, comme dans nos vies ordinaires, il existe toujours un moment où l'on nous invite, parfois poliment, parfois par habitude, à accepter l'humiliation, à jouer le rôle qu'un autre a préparé. On nous murmure, c'est la règle du jeu, c'est ainsi depuis toujours. Mais chaque génération rencontre son Kremlin, chaque individu son Poutine. La question n'est pas de savoir si l'adversaire est invincible, mais si nous aurons le courage de dire non à l'humiliation, non à la confiscation de notre voix, non à la petite musique du fatalisme. Pour transposer cette leçon dans notre quotidien, des étapes concrètes peuvent être suivies. Ce courage ne consiste pas toujours à élever la voix. Parfois, il suffit de relever le menton, de répondre simplement, de rappeler qu'aucune richesse, aucun contrat, aucune promesse ne justifie qu'on renonce à sa dignité. Parfois, l'enjeu se joue dans la famille, à l'école, au travail, devant une administration ou dans le regard d'un supérieur. Mais, toujours, cela commence par un refus, celui d'être diminué. Ce n'est ni un miracle, ni un privilège réservé à quelques élus. C'est une possibilité offerte à tous, chaque jour, à chaque interaction où la dignité est en jeu. La souveraineté, au fond, commence dans la parole qu'on ose porter, dans la posture qu'on adopte face à la tentation de l'humiliation. Quand Traoré a dit non au paternalisme russe, il n'a pas renversé l'ordre du monde d'un geste. Il n'a pas effacé d'un mot des siècles de domination. Mais il a ouvert une brèche. Il a montré que la répétition n'est pas une fatalité, que le respect ne se quémande pas, mais se gagne dans la façon de se tenir, de parler, de refuser la place qu'on veut nous imposer. Premièrement, apprendre à repérer les moments où l'humiliation s'installe insidieusement, que ce soit dans un échange professionnel, familial ou social. Par exemple, lors d'une réunion où l'on vous coupe la parole par réflexe, se donner le droit de rappeler, calmement mais fermement, que chaque voix mérite d'être entendue. Nul besoin d'agressivité. La constance et la clarté suffisent souvent à faire évoluer le rapport de force. Troisièmement, se former à l'esprit critique. Refuser l'humiliation, c'est aussi refuser les discours qui cherchent à justifier l'injustifiable. Cela passe par l'éducation, la lecture, le dialogue, l'échange des expériences. Dans les écoles, les universités, les associations, multiplier les espaces de parole permet de tisser une culture du respect et de l'émancipation. Deuxièmement, cultiver la solidarité. Lorsqu'un collègue, un ami ou même un inconnu subit une humiliation, ne pas détourner le regard. Le simple fait de manifester sa présence, de soutenir par un geste, un mot ou un regard, peut empêcher la normalisation de l'injustice. L'histoire regorge d'exemples où la solidarité a fait basculer le destin collectif. Pensons au mouvement des femmes en Islande en 1975, où une grève générale a permis de transformer la société. Enfin, ne jamais oublier que chaque rupture, même minuscule, compte. L'histoire avance ainsi, par ces ruptures minuscules mais décisives, où l'humiliation cesse d'être la règle pour devenir l'exception. Ce n'est pas l'affaire de quelques grands leaders, c'est à la portée de tous. Il suffit parfois d'oser dire non,
de rappeler qu'on n'est pas là pour recevoir la leçon, mais pour inventer ensemble une autre façon de se tenir debout. Et qui peut prédire ce que deviendrait une société où, chaque jour, davantage d'hommes et de femmes refuseraient d'être traités comme des objets et oseraient se tenir à hauteur d'homme? Car au fond, l'histoire appartient toujours à ceux qui osent refuser de se taire et qui prennent le risque d'écrire, par leur simple présence, un nouveau chapitre. La dignité, la vraie, se joue dans les détails. Un regard qui ne fuit pas, une parole qui ne tremble pas, un refus qui ne capitule pas. Et si, à force d'exemples, de petits gestes et de ruptures discrètes, nous étions capables, nous aussi, d'ouvrir une brèche dans la forteresse du monde? Le cas d'Ibrahim Traoré au Kremlin n'est donc pas seulement une page d'actualité. Il est le miroir de nos propres vies, de nos propres choix. Comme lui, chacun d'entre nous rencontrera un jour son Kremlin, son Poutine, sa tempête de neige. Ce jour-là, la question ne sera pas de savoir si nous pouvons changer le monde d'un geste, mais si nous aurons le courage de ne pas laisser l'humiliation dicter la suite.